Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On continue notre troisième chapitre de l'immunologie, les dérèglements du système immunitaire, conçu pour les élèves de la deuxième année bac SVT. On a vu précédemment les allergies, le déficit immunitaire acquis, le sida, sa définition, la structure du VIH, ainsi que le mécanisme de reconnaissance de la cellule cible par le VIH. Maintenant, on va voir le cycle de vie du virus VIH. Le virus est un parasite obligatoire et le VIH, il s'attaque à toute cellule possédant les récepteurs membranaires CD4. Comme dans ce cas, c'est un lymphocyte T4. La première étape, il se fixe sur la membrane de la cellule cible par le biais du récepteur CD4. Il injecte son matériel génétique qui est un ARN, puisqu'on est dans le cas d'un rétrovirus. Cet ARN est transcrit en ADN par le biais d'une enzyme, la transcriptase reverse. On obtient par la suite de l'ADN DB, c'est-à-dire de l'ADN double brun, qui va intégrer au niveau du chromosome de lymphocyte T4 pour avoir une activation cellulaire. L'ADN viral va être transcrit en ARN M, qui va sortir du noyau vers le cytoplasme pour la traduction et pour synthétiser des protéines virales, qui seront par la suite assemblées. Donc les différentes parties du virus vont être assemblées et donner plusieurs virus, qui vont être libérés par bourgeonnement, c'est-à-dire at-tabaran. Donc, quand vous voyez, le virus utilise la membrane plasmique de la cellule cible pour être expulsé vers l'extérieur, d'où cette membrane va être abîmée. Donc, c'est ainsi que s'effectue le cycle de vie du virus VIH. Une question qui se pose, quelles sont les phases de cette maladie, le sida? Il existe trois phases. La première phase, c'est la phase de primo-infection. Durant cette phase, on a une multiplication et une augmentation de la charge virale. C'est-à-dire que le virus VIH va se multiplier en s'attaquant au lymphocyte T4, d'où la diminution du nombre de ces lymphocytes T4. Comme on remarque durant cette phase, l'apparition ou bien l'augmentation de la quantité des lymphocytes TC, d'où l'apparition d'une réponse immunitaire à médiation cellulaire, et l'apparition des anticorps anti-VIH, d'où la réponse immunitaire à médiation humorale, qui permettent, alors ces réponses vont permettre la diminution de la charge virale. Donc le corps réagit et diminue la quantité du virus. Cette phase va durer à peu près 30 semaines. Elle est asymptomatique, c'est-à-dire il y a absence des symptômes, mais on dit que le sujet est séropositif vu la présence des anticorps anti-VIH. La deuxième phase, c'est la phase asymptomatique. Elle est caractérisée par une charge virale qui est minimale. Donc on dit que le virus est en phase ou bien en état de latence. En parallèle, on remarque qu'il y a une diminution de la quantité des lymphocytes T4. Et pour les lymphocytes T cytotoxiques et les anticorps, leur quantité reste stable. Cette phase va durer plusieurs années, il peut arriver jusqu'à 8 ans ou bien plus. Elle est caractérisée par l'absence des symptômes. On passe à la troisième phase, la phase du sida déclaré. Alors cette phase, elle est caractérisée par l'apparition de plusieurs symptômes,
ainsi que la multiplication rapide du virus VIH. Comme vous voyez, il y a augmentation de la charge virale, diminution importante jusqu'à annulation des lymphocytes T4, diminution des lymphocytes T cytotoxiques, diminution de la quantité des anticorps anti-VIH. Alors, puisque les lymphocytes T4 vont diminuer, donc il y a destruction du cœur, ou bien du pilier de la réponse immunitaire. Donc, on n'aura plus de coopération cellulaire. Il y aura absence d'une réponse immunitaire à médiation cellulaire, ainsi que de la réponse immunitaire à médiation humorale. D'où l'effondrement du système immunitaire. Et c'est à ce moment-là qu'apparaissent plusieurs maladies, qu'on appelle les maladies opportunistes, c'est-à-dire l'amrad al-intihazia. Donc, تنتهز فرصة ضعف الجهاز المناعي. Elle est responsable de la mort, c'est elle qui est responsable de la mort de l'individu. Parmi ces maladies, il existe des cancers, il existe de la tuberculose, des maladies infectieuses, ainsi de suite. Alors, puisque le VIH, comme vous voyez, il détruit les lymphocytes T4, quel est le mécanisme de la destruction des lymphocytes T4 par le virus VIH? Donc, pour répondre à cette question, alors on a déjà vu dans le cycle de vie du virus VIH que le virus est libéré par bourgeonnement, c'est-à-dire il abîme la membrane plasmique de lymphocyte T4 ou bien de la cellule cible pour être libéré. Donc, c'est une façon, le bourgeonnement, c'est une façon de détruire les lymphocytes T4. Il existe d'autres mécanismes, commençons par la formation de syncytium. Alors, elle est basée sur la fusion de deux cellules, bien de deux lymphocytes T4 infectés, qui vont fusionner, former un syncytium multahama khalawiya, et ceci va conduire à la mort des deux cellules, bien des deux lymphocytes T4 fusionnés. Une deuxième méthode, ou un deuxième mécanisme, par fixation des anticorps anti-VIH sur les lymphocytes T4 infectés, ce qui facilite leur phagocytose par les phagocytes. Donc, ils vont être détruits par phagocytose. La troisième technique, ou bien le troisième mécanisme, la cytotoxicité cellulaire, c'est-à-dire les lymphocytes T4 infectés seront attaqués par les lymphocytes TC, ce qui provoque leur mort par l'intervention des granzymes et de la perforine, comme vous le saviez déjà. On passe aux techniques de diagnostic de l'infection par le VIH. Alors, comment diagnostiquer l'infection par VIH? Il existe deux tests, le test ELISA et le test Western Blot. Commençons par le test ELISA. C'est un test qui est basé sur la détection des anticorps anti-VIH dans le sérum de l'individu. Alors, quand vous voyez les étapes de ce test, en premier temps, alors sur un support en plastique, on fixe des protéines VIH. Par la suite, on ajoute le sérum de l'individu. Donc, on a deux sérums, le sérum de l'individu B et le sérum de l'individu A. Alors, si le sérum, si le sérum comporte des anticorps anti-VIH, il y aura fixation et formation du complexe immun. Alors, dans le cas du sérum de l'individu A, il y a absence des anticorps anti-VIH. On procède à un premier lavage pour éliminer l'excès des anticorps. Par la suite, on ajoute des anticorps, des immunoglobulines humains marqués. C'est-à-dire,
on ajoute des anticorps spécifiques aux anticorps humains et qui sont marqués par une enzyme. Alors ces anticorps, ils vont se fixer sur le complexe humain, comme vous voyez. On procède à un deuxième lavage pour éliminer l'excès de ces anticorps marqués par l'enzyme et par la suite, on ajoute une substance qui va réagir avec l'enzyme. Alors l'enzyme, la présence d'enzyme va permettre de transformer cette substance qu'on ajoute à un produit coloré. Donc, on aura une coloration. La coloration indique que l'individu est séropositif, c'est-à-dire qu'il est infecté par le virus VIH. Au contraire de l'individu A, qui ne possède pas les anticorps anti-VIH, alors toutes ces étapes ont donné un résultat, bien ont donné une absence de coloration, c'est-à-dire que l'individu A est séronégatif. Alors, après la positivité de ce test, on a recours à un deuxième test qui est le Western blot. C'est un test qui est coûteux et c'est un test qui est fiable et précis. Il est utilisé pour confirmer les résultats du test ELISA. Il consiste à la dégradation des protéines du VIH et leur séparation par le biais d'électrophorèse sur un ruban ou bien une bande. Alors, comme vous voyez, les protéines du VIH sont séparées. Donc, vous avez P24, GP41, etc. sur la bande. Sur cette bande, bien ce ruban, sera incubé avec le sérum de l'individu. Avec le sérum de l'individu. Cette incubation, chez le sujet B, la présence des anticorps qui sont anti-protéines du VIH, ces anticorps vont se fixer sur chaque protéine, comme vous voyez. Alors, il y aura, comme vous voyez sur la bande, des bandes qui sont épaisses. Alors, on a 3 bandes épaisses, c'est-à-dire qu'il y a des anticorps qui se sont fixés sur les protéines. Cette bande correspond à la protéine P24. La deuxième, elle correspond à la protéine P53. Et la troisième correspond à la protéine GP120. Donc, ces résultats montrent que le sujet B possède des protéines GP120, P53 et P24. Donc, il est séropositif. Pour le sujet A, comme vous voyez, la bande n'a pas changé par rapport à l'état de l'électrophorèse. Donc, on dit que le sujet A, bien chez le sujet A, il y a absence des protéines virales. Donc, le sujet, il est séronégatif. Je vous remercie pour votre attention et la prochaine vidéo comportera les moyens d'aide du système immunitaire.